quel circuit cérébral mobilise-t-on pour lire chez l'adulte? Eh bien, voici sur cette diapositive, dans l'hémisphère gauche, quelques-unes des régions qui sont concernées. Et je dirais qu'apprendre à lire pour un cerveau humain, ça consiste à deux choses. Premièrement, créer une représentation visuelle abstraite des mots écrits. Et la région qui est en rouge sur mon diagramme est responsable de cette extraction de la forme visuelle abstraite des mots. Et ensuite, la mettre en connexion, cette représentation, avec les aires cérébrales codant pour les sons et codant pour les sens, qui sont distribuées, ce sont les régions qui sont en noir sur mon schéma, qui sont distribuées dans plusieurs régions de l'hémisphère gauche, et avec chacune sa propre spécialisation. Donc l'apprentissage va consister, à partir d'un système qui traite le langage oral et qui bien entendu continue à se développer chez l'enfant, l'apprentissage de la lecture va consister à introduire un nouvel élément, une représentation visuelle qui se met en connexion avec les régions concernées par le langage oral, à partir, bien entendu, des entrées visuelles. Et ça nécessite une spécialisation parce que les problèmes que pose la reconnaissance des mots ne sont pas les mêmes que ceux que pose la reconnaissance des visages, et la mise en connexion n'est évidemment pas la même. Donc chaque domaine de reconnaissance visuelle va avoir son propre territoire cortical. Alors, une découverte importante de ces dernières années, c'est l'extraordinaire reproductibilité de ce circuit de la lecture. Donc y a-t-il de grandes différences d'une personne à l'autre? On aurait pu penser que oui, eh bien ça n'est pas le cas. Le cerveau ne semble disposer que d'une seule solution pour apprendre à lire, et c'est un circuit extraordinairement reproductible que l'on peut observer maintenant en quelques minutes par l'imagerie cérébrale. Donc chez n'importe lequel d'entre vous qui êtes des bons lecteurs, tous les bons lecteurs activent cette région occipito-temporale gauche. Ici vous avez 7 personnes différentes, on retrouve la même région chez tous, avec une variabilité qui est seulement de l'ordre de quelques millimètres. Non seulement au sein d'une même langue et d'un même système d'écriture, mais même dans diverses écritures du monde, qu'il s'agisse ici de lecture en japonais, que ce soit des kanji ou des kana, donc un système de caractères qui est très différent du nôtre. Vous voyez que c'est, grosso modo, à quelques millimètres près, il y a des petites variations, la même région qui est concernée. Donc le problème auquel le cerveau est confronté pour apprendre à lire est le même chez tous, et la solution qui est trouvée est la même, c'est cette petite région cérébrale qui sert de point d'entrée de la lecture pour la mise en connexion des représentations visuelles avec le reste du système du langage. Alors bien sûr, il va y avoir des petites variations, il y a certaines langues qui sont plus difficiles que d'autres, et notamment donc, si on contraste une langue difficile, peu transparente comme l'anglais avec une langue extrêmement régulière comme l'italien, eh bien on peut voir qu'il y a par exemple plus d'activation cérébrale dans cette région dont je vous parle. Donc elle a besoin de développer des représentations plus élaborées dans certaines langues que dans d'autres, et malheureusement le français est une langue peu transparente. Comment ces circuits se développent-ils? Je dois dire tout de suite que l'imagerie cérébrale chez l'enfant reste une chose difficile et rare, il y a donc peu de données, mais néanmoins il y a quand même suffisamment de données pour pouvoir dire que le développement de cette région cérébrale occipito-temporale gauche et sa mise en connexion jouent un rôle causal dans l'expertise pour la reconnaissance des mots écrits. Donc, si l'on fait de l'imagerie du développement, on va voir que l'activation cérébrale se focalise progressivement vers cette région occipito-temporale gauche, entre 6 et 10 ans, mais qu'elle continue à se développer pendant extrêmement longtemps. Et les résultats les plus récents suggèrent que même après l'adolescence, on continue à avoir un processus d'automatisation et d'expertise dans cette région. Donc on apprend à lire en lisant, on met en place évidemment les processus de décodage au départ, mais ensuite il y a un auto-apprentissage et une automatisation progressive dans cette région. Et si l'on mesure la quantité d'activation de cette région, eh bien on va observer une très forte corrélation chez l'enfant entre cette quantité d'activation et les scores de lecture. Donc il y a vraiment une relation 1 à 1, je dirais, entre le développement correct de cette région experte et la capacité de lecture. Et on l'observe également chez les enfants qui ont des troubles de la lecture. L'ensemble des régions temporale inférieure gauche ici est anormalement activée lorsqu'on effectue un examen de neuroimagerie chez l'enfant dyslexique comparé à des enfants normaux, même longtemps après, même chez des jeunes adultes qui ont souffert de troubles de la lecture. C'est vrai dans un ensemble de pays très différents. Et lorsqu'on propose des rééducations spécifiques à ces enfants, il commence à y avoir des travaux de neuroimagerie avant et après rééducation, eh bien on peut observer une remontée de l'activation dans le réseau cérébral de la lecture. Donc ça n'est pas non plus complètement irréversible, il y a une plasticité très importante de ces réseaux, mais leur développement normal conditionne la bonne lecture. Alors,
Comment est-ce qu'il fonctionne? Que fait cette région exactement? Comment comprendre qu'il puisse y avoir une région cérébrale spécialisée pour la lecture? Eh bien, on commence à comprendre maintenant que l'ensemble de cette région temporale ventrale, ici c'est un hémisphère gauche qui est vu de dessous, qu'on a retourné comme ça, eh bien, on voit une mosaïque de régions qui sont spécialisées pour différents aspects de la reconnaissance visuelle. Lorsque vous reconnaissez un visage, c'est une région particulière qui va s'activer. La région des mots est juste à côté. Lorsque vous reconnaissez des objets, c'est encore une troisième région. Lorsque vous reconnaissez des lieux, des maisons. Donc une mosaïque de régions qui existe chez tous les primates, nous sommes des primates, et qui par contre, évidemment, doit se spécialiser à la suite d'un apprentissage particulier pour la lecture. Qu'apprend-elle exactement? Eh bien, elle apprend à reconnaître les lettres et les mots dans une écriture donnée. Et j'ai parlé de représentation abstraite au début, c'est un point très important. Il y a une forme d'abstraction de la forme visuelle des mots. Donc, ce qui est appris, ce n'est pas la forme, le contour du mot, pas du tout. C'est une décomposition hiérarchique du mot, de manière à pouvoir le reconnaître de façon très invariante pour des grandes variations de forme. Vous êtes capable de reconnaître tous ces mots, y compris l'un d'entre eux que vous n'avez sans doute jamais vu sous cette forme-là, avec un mélange de majuscules et de minuscules. On peut montrer que cette région cérébrale, très tôt dans le traitement, normalise pour toutes ces variations. Maintenant, je viens à la manière intime dont cette région fonctionne, puisqu'il s'agit bien entendu d'un assemblage de réseaux de neurones, et on essaye de descendre au niveau le plus fin possible dans la compréhension de la manière dont ce réseau fonctionne. Alors, qu'est-ce qui est appris exactement lorsqu'on apprend à lire? Ce que je vous présente ici, c'est un modèle. Mais c'est un modèle plausible compte tenu de la manière dont on sait que cette région fonctionne chez tous les primates. Elle fonctionne de façon hiérarchique, et donc on peut penser qu'il y a une composition hiérarchique de la reconnaissance du mot, avec un niveau qui est commun à la reconnaissance de tous les objets. Nous avons des détecteurs de traits, nous avons des détecteurs de conjonction de traits qui savent reconnaître les éléments des objets, et à partir de ce niveau, nous avons un développement spécifique à la lecture, avec le développement probable de neurones qui détectent les lettres, qui détectent leur identité abstraite, c'est-à-dire que vraisemblablement on va trouver des neurones, en tout cas on trouve une région cérébrale qui se met à ne plus dépendre du tout du fait que les lettres soient présentées en majuscules ou en minuscules, et puis des combinaisons de lettres, et puis des combinaisons de combinaisons qui vont former des morphèmes, comme la terminaison -ment ici, qui va servir dans plusieurs mots, et à la fin on va pouvoir accéder à un lexique mental, à reconnaître un mot particulier. Quelques conclusions fortes. D'abord, l'apprentissage de la lecture mobilise un circuit cérébral similaire chez tous. Donc, il devrait être possible d'identifier des méthodes optimales et universelles d'enseignement. Et en première approximation, la variabilité n'est pas si grande. Deuxièmement, ça c'est très clair, la région occipito-temporale ne fonctionne pas par connaissance globale du mot. Ni la forme globale, ni le contour des mots ne semblent être utilisés par cette région. Pourquoi est-ce qu'on a pu parler de reconnaissance globale des mots? Parce qu'on a tous une illusion de lecture globale. On voit un mot, on n'a aucune conscience, et toutes ces étapes dont je vous ai parlé sont non conscientes dans le cerveau. On n'a aucune conscience de l'infinie complexité des opérations qui sont réalisées par notre cerveau pour connaître les mots. Et au fil de l'apprentissage, la lecture devient parallèle. C'est ce que montre ce graphe ici. À différents âges, c'est l'effet sur le temps de réaction du nombre de lettres présents dans les mots. Chez l'adulte, il n'y a plus d'effet du nombre de lettres. Ça veut dire qu'un mot court comme un mot long sont reconnus avec la même vitesse. Le cerveau continue à décomposer en éléments simples, et simplement cette décomposition se fait en parallèle parce que des millions de neurones peuvent travailler en parallèle, et c'est comme ça que le système visuel fonctionne. Il est très probable que l'attention visuelle et aussi l'écriture jouent un rôle important en faisant porter, je dirais, un coup d'amplificateur cérébral sur les éléments appropriés de la manière dont sont organisés les mots écrits. Donc les syllabes, les phonèmes, les graphèmes demandent à recevoir un coup de projecteur attentionnel qu'on sait exister dans le cerveau pour sélectionner les objets appropriés pour la lecture.